J'ai un très bon souvenir de ce séjour à Tanger, de grande liberté, et puis en particulier parce que nous étions dans le lycée de cultures complètement mélangées. Et nous avions la chance d'avoir un congé le jeudi, parce que c'était les congés de la République française à l'époque, un congé le vendredi pour les musulmans, un congé le samedi pour les juifs et le dimanche pour les cathos. Si bien qu'on ne travaillait pas beaucoup dans ce lycée, mais finalement on s'en est pas mal sortis. On était, comme vous le voyez, souvent en vacances. Et puis surtout, on avait l'expérience en classe de gens, de petites filles qui étaient finalement de cultures très différentes et de manière très naturelle. C'est surtout ça qui m'a beaucoup marqué. Et les grands problèmes dans ma famille, c'était de savoir si le dimanche, on allait se baigner dans la Méditerranée ou dans l'Atlantique, puisqu'on était à Tanger et qu'on avait les deux. Et les grands dilemmes de la famille, c'était ça. Et voilà. Et alors ensuite, après Tanger, nous sommes allés à Beyrouth. Et là aussi, le Liban était un pays merveilleux à l'époque. Bon, rien à voir avec ce qu'il est devenu par la suite. Et là, c'était beaucoup moins drôle parce que j'étais dans un collège de bonnes sœurs franciscaines et avec beaucoup moins de liberté. Ça a été un changement drastique. Et surtout parce que là, à Beyrouth, si vous voulez, autant à Tanger, j'avais l'impression d'une ouverture sur d'autres cultures, d'autres gens, des gens différents de moi. À Tanger, au contraire, j'ai commencé à faire l'expérience de barrières culturelles. Parce que finalement, nous n'avions pas... Si, nous avions évidemment des rapports avec les jeunes filles libanaises de notre collège, mais pas avec l'environnement libanais de la ville, etc. Et j'ai eu l'impression, là, qu'il y avait comme le mur de l'ambassade. Et je pense que ça jouait aussi un rôle assez important dans ma carrière anthropologique, dans ma vocation, disons, puisque peut-être que ça a fomenté une sorte d'envie de sauter par-dessus de la barrière de l'ambassade pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Et c'est un peu ce que j'ai fait, évidemment, par la suite. Donc là, une formation avec un versant religieux qui ne me plaisait pas du tout et qui, si vous voulez, qui entravait un petit peu ce qu'aurait pu être un lycée français à la même époque où on enseignait des choses différentes que celles que j'ai vécues. Je me souviens en particulier d'un épisode que je raconterai très vite parce qu'il est assez révélateur, où nous avions un cours de physique et de chimie, où la bonne sœur qui nous faisait la chimie avait mis au tableau les formules chimiques, CO2 plus H2O égale CO2 H2O, l'acide carbonique, je crois, j'ai oublié quoi. Enfin bref, elle nous mettait comme ça des formules au tableau pour les différents éléments. Et puis après ça, nous avions un cours de catéchisme et on nous a expliqué l'Eucharistie, la transformation du pain en chair du Christ par le prêtre pendant la Masse, etc. Et j'ai levé le doigt pour poser une question. Est-ce qu'il y a une question? J'ai dit oui. Et j'ai dit, ma mère, est-ce que vous pourriez mettre au tableau la formule chimique par laquelle le pain se transforme en chair du Christ? Et là, la bonne sœur était absolument furieuse. Elle m'a mis dehors. Elle a appelé mes parents. Elle s'est plainte auprès de mes parents. J'ai eu quelques problèmes. Et ce qui est drôle, c'est que des années et des années après, l'un de mes thèmes de recherche, effectivement, ça a été la fête Dieu, c'est-à-dire la fête de l'Eucharistie. Et je me suis plongée sur l'Eucharistie, le cannibalisme que suppose l'Eucharistie, la consommation, et puis les différentes formes surtout que prend cette fête. On en parlera peut-être tout à l'heure. Bon, alors ça, c'est ma période de lycée. Je me suis retrouvée à passer mon bac à Paris après cet épisode libanais. Et là, dans des circonstances assez dramatiques, puisque nous sommes rentrés à Paris essentiellement parce que ma mère avait un cancer du cerveau. Elle était extrêmement malade. Et j'ai passé toute mon année de bac dans une école de bonnes sœurs, la même qui m'avait appris à lire et à écrire des années auparavant, et assistant finalement à l'agonie et à la mort de ma mère, ce qui a été très très dur
Pour moi, surtout, si vous voulez, parce que c'était la première fois que je revenais à Paris, dans le lieu dont on m'avait dit que j'étais originaire, la France, et dans des circonstances très dures, un changement de pays, de culture, de milieu, d'école, des amis, et ma mère, évidemment, qui ne pouvait absolument pas suivre cette transformation, et mon père qui était très pris par la maladie de ma mère. C'était un moment très très difficile. Et ma mère est morte en avril 64, et moi j'ai passé mon bac au mois de juin, et je me suis retrouvée à faire des études. Donc, à l'époque, on faisait propédeutique avant de rentrer à faire une licence. J'ai passé une licence, alors d'abord une licence de psychologie à la Sorbonne. J'ai commencé par faire de la psycho. Je pense que j'ai suivi un peu ce que disait, quand on a demandé à Margaret Mead pourquoi elle avait fait de l'ethnologie. Elle a raconté qu'elle avait commencé par faire... À l'époque, je ne connaissais absolument pas Margaret Mead, j'ai pensé ensuite, par la suite. Elle a dit qu'elle avait commencé par faire de la psycho parce qu'elle s'intéressait à l'étude de l'individu, qu'ensuite elle avait fait sociologie parce qu'elle s'intéressait à l'étude des groupes humains, de la société humaine, et que finalement, elle s'était, à la suite de ça, plongée dans l'anthropologie, qui était la synthèse des deux. Et c'est un peu ce que j'ai fait, je crois. En tout cas, j'ai fait toute la licence de psycho. J'ai fait ensuite la sociologie à l'époque où Raymond Aron donnait ses cours à la Sorbonne. J'ai fait tout ça à la Sorbonne, évidemment. Et ensuite, je me suis plongée dans l'anthropologie. J'ai le souvenir très vif d'un des moments où j'ai décidé vraiment de faire de l'ethno, au cours de Leroy-Gourhan, au Grand Amphi de la Sorbonne, où il nous montrait des outils, et à un moment, il nous a montré comment on raclait, je ne sais quels Esquimaux, vous devez le savoir mieux que moi, racler des peaux de phoque avec un racloir en pierre, je crois que c'était du jade. Il nous a montré les gestes et il nous a dit que c'était la perfection. Et c'est un peu pour me plonger dans cette perfection que j'ai commencé à faire de l'ethnologie. J'ai fait ensuite une école, à l'école des hautes études. Il y avait une initiation à l'anthropologie qui était, à l'époque, c'était vraiment... ça s'appelait l'EPRAS, École préparatoire à la recherche en anthropologie sociale, voilà. Où on avait comme professeurs les membres du laboratoire d'anthropologie sociale dirigé par Claude Lévi-Strauss, très, très structuraliste de formation. Et quand je faisais donc l'EPRAS, j'ai ensuite, c'est à la fin des 2 années, de l'EPRAS, que j'ai décidé donc de partir faire ma recherche au Pérou. Je voulais, la façon dont ce choix a été fait est un petit peu chaotique. Je voulais, à vrai dire, je voulais faire de l'anthropologie en Espagne. Non, pas seulement pour profiter du fait que je parlais évidemment couramment l'espagnol, mais que j'avais déjà une expérience de par ma famille et de par mon enfance dans ce pays. Je trouvais... Et puis surtout, il n'y avait pas d'anthropologie sociale sur l'Espagne. D'ailleurs, il n'y en a plus encore aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Et je ne l'ai pas fait tout simplement parce que j'ai épousé à ce moment-là un Espagnol, Eduardo Fioravanti, qui était réfugié politique à Paris. Il était réfugié politique, c'était le régime de Franco à l'époque, et il ne pouvait pas évidemment rentrer en Espagne, où il était condamné à plusieurs années de prison pour propagande illégale. Et donc, cette impossibilité d'Eduardo de m'accompagner sur mon terrain m'a décidé à travailler plutôt sur l'Amérique latine. Nous avions fait un voyage au Mexique. J'avais envie de travailler au Mexique, que j'avais connu au cours de ce voyage.
Et finalement, j'ai choisi le Pérou pour des raisons tout à fait pratiques et matérielles. C'est que un groupe de recherche de géographes m'a proposé m'a recruté en fait pour faire un travail sur les influences urbaines en milieu rural, dans la région de Cusco. Et j'ai accepté ça parce que ça me permettait de financer mon terrain et donc de financer ma thèse. C'est comme ça que je me suis retrouvée sur le terrain, dans la région de Cusco, dans la vallée sacrée de Yucay, qui aujourd'hui, tout le monde probablement les gens qui m'entendent dire que j'ai fait ma thèse dans ce coin-là, diront que c'est quand même aujourd'hui une région extrêmement touristique. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. C'était une très très belle vallée. Il y avait deux camions qui allaient au Cusco par semaine seulement. Mais enfin, ce n'était pas non plus la puna la plus lointaine où j'ai fait mon terrain. C'était une vallée qui était belle et intéressante. Et là, j'ai fait mon travail de terrain un peu en alternance avec celui d'Eduardo, qui, lui, faisait un travail sur les syndicats et faisait une recherche sur les syndicats agraires dans la vallée de la Convención, dans la vallée tropicale de la Convención. Il a publié un très beau livre, Latifundio y Sindicalismo en el Valle de la Convención, qui est dans toutes les bibliographies des universitaires péruviens encore aujourd'hui, pas seulement péruviens d'ailleurs, tandis que moi, je restais dans cette vallée. Et dans cette vallée, j'avais un projet de recherche qui était très marqué, en fait, par le courant marxiste qui traversait l'anthropologie à cette époque. Et on avait évidemment à cette période l'éblouissement des structures élémentaires de la parenté, du structuralisme, du séminaire de Claude Lévi-Strauss. Et certains d'entre nous avaient, par contre-courant en quelque sorte, une démarche, disons, on peut dire marxiste, oui, à l'époque, liée aussi à la dimension politique de notre vie. Et en l'occurrence, pour ma part, le fait que mon mari était réfugié politique et très tourné, pas seulement sur le plan scientifique et intellectuel, mais aussi sur le plan éthique et pragmatique vers le marxisme. Mon projet consistait à suivre un petit peu, était très inspiré par un livre de Lénine qui étudiait les différenciations sociales et économiques de la paysannerie russe de son temps, et qui montrait comment ce qu'on pensait être une classe de paysans homogènes était formée de koulaks, de paysans riches. Et j'avais pas plaqué cette étude sur ma thèse, mais j'étais inspirée par ce travail de Lénine et un séminaire de Michel Gutelman. Je me souviens que je suivais un peu là-dessus, sur ces travaux de Lénine. Et donc, j'ai décidé dans cette vallée, de transformer le sujet de géographie qui m'était donné, en quelque sorte, les influences urbaines en milieu rural, de le transformer en les différenciations sociales, l'émergence de différences économiques et sociales dans un milieu que l'on peut dire ancien régime, qui semblait être constitué par deux groupes opposés et homogènes. D'un côté, les grands propriétaires fonciers, les haciendas, les hacendados, d'origine espagnole, qui avaient les plus grandes propriétés de la région, et d'un autre côté, les paysans de culture indienne qui auraient formé un groupe homogène face aux hacendados. Et j'ai décidé d'étudier comment l'économie de marché, l'économie capitaliste, venait contredire en quelque sorte ce modèle qui était plutôt un régime de type féodal.
l'Ancien Régime. Et comment finalement l'économie de marché capitaliste était beaucoup plus introduite dans le milieu que j'étudiais qu'on en avait l'impression au prime abord. Et donc j'ai commencé à faire tout un travail d'enquête économique pour voir les différences économiques entre les différents paysans. J'ai montré qu'il y avait des tensions entre eux. Mon travail, c'était de montrer des classes sociales en formation. Voilà. C'est-à-dire que on avait d'un côté une culture paysanne très homogène, à l'intérieur de laquelle étaient en train de se constituer des classes sociales. Et ça, c'est d'une part ce que j'ai montré dans ma thèse, et d'autre part de montrer comment des institutions et la culture indigène, et en particulier le système des charges, masquaient en quelque sorte cette différenciation. Qu'il y avait une partie les rapports de production réels étaient finalement masqués par des institutions culturelles dans la société paysanne. Par exemple, j'ai montré comment le système de charges, c'est un système qui consiste à une circulation de charges religieuses et politiques entre les paysans tout au long de l'année, où chaque famille prend à son compte une célébration religieuse, et c'est une sorte de potlatch, en quelque sorte. À cette occasion, cette famille dépense énormément, organise des fêtes, nourrit tout le monde. C'est une explosion de richesses. Et j'ai montré comment il fut un temps, si vous voulez, où l'hacendado venait, en quelque sorte, quasiment assis sur un fauteuil au milieu de la place d'Armes, assister à ce potlatch qui consistait finalement en une dépossession des paysans les plus riches pour niveler justement le groupe paysan face à la richesse des hacendados qui, de cette manière, reproduisait son pouvoir. C'est-à-dire que finalement, c'était très intéressant, c'était un potlatch qui était récupéré, organisé par les hacendados pour former une assise symbolique et religieuse, puisqu'il s'agissait de fêtes religieuses. On avait une espèce de sanctification, de sacralisation du pouvoir de l'hacendado à travers ce dépouillement rituel, chaque année, des paysans les plus riches. Eh bien, j'ai montré comment cette institution qui avait cette configuration dans la tradition était en train de se transformer en tout à fait autre chose, c'est-à-dire au contraire, une sacralisation et une démonstration de la richesse de certains. C'est-à-dire qu'avec l'économie monétaire et les profits que faisaient certains paysans en commercialisant leur production entre les étages écologiques dont je parlerai peut-être tout à l'heure, il y avait finalement cette classe dont j'étudiais la formation et une richesse économique de plus en plus forte. Eh bien, il y avait un hiatus, une différenciation de moins en moins importante, de plus en plus importante, pardon, entre ce qu'ils dépensaient pour le système des charges et ce qu'ils gagnaient avec le commerce et l'économie de marché. C'est-à-dire que les paysans qui se dépouillaient de leur richesse, comme avant, par un potlatch, servaient non plus tellement la richesse et la polarisation de l'hacendado, mais leur position par rapport aux autres paysans. Et qu'il se formait peu à peu un groupe de paysans plus riches que les autres, dont la richesse était sacralisée, comme auparavant celle des hacendados, par des institutions religieuses. Sachant en plus que les charges religieuses qui étaient constituées ainsi et qui allaient aux paysans les plus riches se transformaient en charges politiques, puisqu'il faut passer un certain nombre de charges religieuses, le saint, la vierge machin, le saint trucmuche, etc., pour arriver à des charges de gouverneur de la communauté, en particulier de personero, de chef politique de la communauté paysanne. Donc il y avait là une logique, si vous voulez, de différenciation économique matérielle et de instrumentalisation des charges traditionnelles pour corroborer, sacraliser finalement les différenciations que moi j'étudiais. Voilà.
Et c'est ça que j'ai fait dans ma thèse. Cette thèse a été dirigée par mon directeur de thèse. Alors il faut que j'en dise un mot, c'était Georges Ballandier. Là aussi, c'était un peu mon esprit de contradiction, puisque Georges Ballandier, comme chacun sait, était africaniste et qu'il connaissait absolument rien aux sociétés que j'étudiais, ce qui me donnait une grande liberté, j'étais ravie, mais qui faisait finalement, il m'a très très peu dirigé, hein, je peux le dire maintenant, il m'a très très peu dirigé. J'ai plus travaillé avec des gens qui avaient le même terrain que moi, comme Nathan Wachtel, par exemple. Et puis surtout, ce que je voudrais dire, c'est de même que j'avais un tiraillement, ma vie est faite beaucoup de tiraillements entre l'Espagne et les Andes, j'avais là aussi à cette époque une sorte de tiraillement entre les positions, la démarche structuraliste qui me séduisait énormément, et d'autre part, une démarche marxiste qui était représentée par Maurice Godelier en particulier à cette époque. Et moi, j'oscillais finalement entre les deux. Et j'ai fait ma thèse dans le cadre, avec Georges Ballandier, dans le cadre donc d'une anthropologie, je dirais, plus sociologique, plus anthropologie économique, comme j'ai voulu l'expliquer, tout en étant de plus en plus attirée par le séminaire de Lévi-Strauss, par une démarche plus structuraliste. D'ailleurs, je pense maintenant, et je suis persuadée qu'il n'y a pas de contradiction définitive entre les deux, et que justement, il est bon de pratiquer les deux. Plus tard dans ma carrière, on en parlera peut-être tout à l'heure, j'ai pris des options et des démarches très très différentes, à la fin, plus récemment avec la psychanalyse notamment. Donc je ne me suis jamais enfermée dans une optique, une démarche unique et sectaire, jamais. J'ai donc à l'époque eu beaucoup d'influence. J'étais donc très influencée évidemment par la lecture de Claude Lévi-Strauss, surtout par l'homme nu, la finale de l'homme nu qui a beaucoup inspiré le travail sur le rituel que j'ai fait par la suite. J'en parlerai tout à l'heure. Je dirais simplement que peut-être avant de passer à l'étape suivante de ma démarche intellectuelle, raconter en deux mots une expérience sur le terrain, sur ce terrain de la vallée sacrée, qui a été pour moi absolument déterminante, puisque grâce à elle, grâce à cette expérience, et je voudrais dire quand même un mot de gratitude à tous ces gens qui m'ont accueilli dans cette communauté et qui ont, jusqu'à pendant plusieurs années, gardé le secret finalement de qui ils étaient. À un moment, j'ai voulu on m'avait demandé pour les archéologues de faire un schéma de grottes qu'ils avaient déterminées comme probablement incaïques, des cavités qui surplombaient le village de Yucay. On verra tout à l'heure qu'ils ont une importance fondamentale pour la mythologie et les rites de cette vallée. Et donc, je suis montée à cheval avec un ami de la communauté pour aller voir rentrer dans ces cavités qui surplombent. Et quand j'étais là-haut, j'ai tout d'un coup entendu des choses que je n'avais jamais entendues, quasiment des insultes. Sale gringa de mierda, pourquoi tu montes, etc. En fait, j'étais complètement effrayée. J'ai fait demi-tour avec mon compagnon qui aurait dû me prévenir, cet ami avec qui j'étais à cheval. Et on est descendu très très vite en bas sur la place d'Armes, à cheval. Et là, tout d'un coup, mystérieusement, je n'ai jamais compris, là j'ai une pensée un petit peu magique, mais mon cheval s'est mis au galop, très 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 subitement. Y a un étrier qui s'est cassé, je suis tombée, très violemment. Il m'a heurté, le cheval est passé au-dessus, il m'a heurté avec un de ses sabots, je me suis relevée, j'étais très très mal en point. Et là, on m'a dit que j'avais commis un impair fatal
qui était de monter dans ce qui était en fait la tombe des préhumains, Machus, la tombe des ancêtres préhumains, et que c'était très grave, que j'allais avoir, que les ancêtres préhumains allaient, par une sorte de mouvement symétrique et inverse, allaient rentrer dans moi, et moi j'allais perdre mon animo, c'est-à-dire le souffle vital. Pas tout à fait l'âme, c'est une évidemment contraction de alma, anima, le souffle vital, et que j'allais être plongée dans une dépression épouvantable, et que ma seule solution, j'ai découvert peu à peu que la seule solution que j'avais, c'était de consulter un médecin local, un pakrou, qu'on appelle maintenant chaman de manière peut-être un peu abusive, et qui allait peut-être pouvoir résoudre ce problème. Et bon, c'est ce que j'ai fait, peut-être que j'en parlerai par la suite, puisque, en fait, à travers cette cure chamanique que j'ai subie à ce moment-là, c'est révélé à moi tout un pan de la culture et de la communauté que je ne connaissais pas. J'ai découvert que mon médecin rasait les murs en se cachant pour ne pas être vu par le curé de la paroisse, que j'étais chez lui pour me faire diagnostiquer mon mal. J'ai fait la queue dans sa salle, si on peut appeler ça une salle d'attente, avec plein de gens de la communauté que je connaissais, et jamais j'aurais soupçonné qu'ils avaient de telles pratiques. Bref, j'ai découvert tout un monde comme ça, dont je parlerai un peu par la suite.